Bonjour Jean-Baptiste Lemoyne. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État auprès de Jean-Yves Le Drian, auprès du ministre chargé de l'Europe et des Affaires étrangères. Emmanuel Macron est arrivé en Chine cette nuit. Il a déjà prononcé un premier discours. Il y a quelques jours, il recevait le président Erdogan à Paris, le président turc. Est-ce qu'il faut parler avec tout le monde ? Bien sûr, il faut parler avec tout le monde, tout le temps. Je crois que c'est la marque de fabrique de la diplomatie française. Écoutez, si, il y a une limite. Par exemple, Bachar el-Assad, vous avez bien compris qu'on ne souhaite pas ce type de dialogue. En revanche, il y a un certain nombre de grandes nations dans le monde. La Chine en est une, naturellement. Elle est membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Et Emmanuel Macron dialogue régulièrement par téléphone. Mais là, il est important de prendre le temps de bien se connaître. Et puis surtout, des enjeux majeurs à partager ensemble d'un point de vue diplomatique. Corée du Sud, par exemple, Syrie, bien sûr, d'un point de vue climatique, parce que la Chine joue un rôle majeur, souhaite une sorte de co-leadership, et le président de la République, après le sommet One Planet, naturellement, est très engagé sur ces sujets-là. Et puis, d'un point de vue économique, on a quelque chose à se dire. On va revenir là-dessus, mais est-ce qu'il faut parler de tout ? Vous parlez de diplomatie, vous parlez d'économie, vous parlez de climat, vous ne parlez pas de droits de l'homme ? Si, bien sûr. Ça a été le cas vendredi avec le président Erdogan. Le président de la République, vous savez, dans l'intimité du bureau présidentiel, beaucoup de choses peuvent se dire. Est-ce que c'est l'intimité qui compte ou est-ce que c'est le message public qu'on envoie ? Non, ce qui compte, c'est les deux, mon général. C'est à la fois le fait d'évoquer des cas très précis et de pouvoir obtenir des autorités en question un certain nombre d'éclaircissements, voire de mesures. Et par ailleurs, naturellement, le fait, après, de signaler un certain nombre d'associations que les démarches ont été enclenchées, mais en termes d'efficacité, il convient aussi parfois de ne pas tout mettre sur la table. C'est rarement un dialogue efficace, ce genre de dialogue sur les droits de l'homme. Mais est-ce que c'est parce que, au fond, la France n'a pas d'influence, ou est-ce que c'est parce que ces pays-là sont trop, calés sur leurs attitudes ? Écoutez, s'agissant de la Turquie, voyez-vous, il se trouve que nous avons deux compatriotes qui, l'année dernière, journalistes, étaient à un moment emprisonnés. Nous avons obtenu leur élargissement, donc je pense qu'il peut y avoir des résultats dès lors qu'il y a à la fois des éléments convaincants et de la persuasion. Et si on revient sur la Chine, le président de la République et l'Élysée ont fait savoir qu'ils cherchaient autre chose que simplement des grands contrats, et une nouvelle démarche diplomatique en quelque sorte. Qu'est-ce que c'est exactement une nouvelle démarche diplomatique ? Alors, énormément de choses vont être, je crois, lancées, parce qu'il y a d'une part la volonté justement d'avoir des liens encore plus proches entre entreprises françaises et chinoises. Il y a un conseil des entrepreneurs franco-chinois qui va être mis sur pied, ça n'existait pas. Il y en a déjà quelques-uns entre des villes et des entrepreneurs français. Oui, tout à fait. Mais là, on a vraiment avec une logique non seulement d'aller au-delà des grands groupes, de mettre des PME, des ETI, il y a tout un travail aussi autour de l'innovation, de l'intelligence artificielle, et puis il y a aussi ce souci tout simplement de la réciprocité, de faire en sorte que nos entreprises françaises puissent investir, prendre des participations de la même façon que les entreprises chinoises le font en Europe. C'est pas gagné, hein. Mais c'est pour ça que c'est je vous le concède, c'est un dialogue exigeant. C'est ainsi qu'il convient de dire aux autorités chinoises que nous attendons aussi un meilleur accès à un certain nombre de marchés publics, etc. Effectivement, il faut rééquilibrer parce qu'à ce stade, nous avons un déficit commercial de l'ordre de 30 milliards d'euros entre la France et la Chine. Tous les ans. Voilà, et donc c'est la moitié du déficit commercial. Le premier déficit commerciaux. Est-ce que, avec le recul, la France a eu tort, par exemple, de faire appel aux Chinois et d'accueillir des capitaux chinois dans PSA Peugeot Citroën ? Mais vous savez, les capitaux chinois, dès lors qu'ils permettent à des entreprises qui sont implantées sur le territoire national de se développer, sont les bienvenus. Après, comme pas tous les capitaux chinois et pas dans toutes les entreprises. Non, mais les États-Unis, par exemple, sont en train de bloquer un certain nombre d'initiatives. On est bien d'accord, mais c'est pour ça que toute nation et l'Europe, en tant qu'Europe puissance également, met en place un certain nombre de dispositifs pour s'assurer que des intérêts vitaux ou stratégiques ne soient pas menacés. Et donc, il y a d'ailleurs tout un travail, j'y ai participé au niveau des conseils des ministres du commerce européen, de tri et de filtre des investissements, d'examen des investissements qui sont mis sur la table par un certain nombre. Pour établir des frontières, pour essayer de durcir un peu les lois des autorisations d'investissement des entreprises chinoises en France ou en Europe ? Pour qu'on puisse avoir un mécanisme qui permette, en cas de danger avéré pour des intérêts, encore une fois, stratégiques ou vitaux, de pouvoir réagir. Parce qu'il ne faut pas être naïf, nous sommes quand même sur un théâtre des opérations, si je puis prendre cette vocabulaire guerrier au niveau économique, et que la France, comme l'Europe, ne doit pas rester les bras ballants. Et donc nous avons cette volonté de mettre en place
certain nombre d'outils pour une Europe qui protège effectivement ses intérêts économiques. On va prendre un exemple simple. Le gouvernement se prépare à annoncer une privatisation d'Aéroports de Paris, ou en tout cas la mise sur le marché d'un certain nombre de capitaux d'Aéroports de Paris. Les Chinois ont été candidats et ont pris une part importante, majoritaire, dans l'aéroport de Toulouse. Est-ce que les Chinois seraient bienvenus dans l'aéroport de Paris? Écoutez, on verra quels sont les dossiers qui se présenteront le moment venu. Mais vous savez que vous prenez l'exemple de l'aérien. La Chine devient un acteur majeur du tourisme. Le Club Méditerranée, qui est une marque éminemment française, est sous capital chinois. André Fossen, exactement. J'étais il y a quelques semaines avec Henri Giscard d'Estaing pour inaugurer un de leurs nouveaux fleurons dans les Alpes, et on voit bien qu'ils sont déterminés à mettre les moyens qu'il faut pour permettre à ces belles marques françaises de se développer. En matière d'aéronautique et d'aérien, il est important de développer la connectivité entre la Chine et la France. Vous savez, en termes de marché. Si on revient à l'aéroport de Paris, un intérêt pour ce qu'ils peuvent apporter, mais attention aux éléments stratégiques, c'est ça? Toujours. Nous avons un certain nombre d'infrastructures, d'entreprises, de pépites sur lesquelles nous avons un regard toujours attentif. Angela Merkel a lancé hier des discussions, j'allais dire, de la dernière chance avec le SPD pour essayer de former une coalition, un gouvernement, de créer une majorité après les élections plutôt ratées du 24 septembre dernier. Risque de paralysie en Allemagne? Écoutez, voilà, il y a effectivement cette semaine de négociations cruciales avec le SPD et la CDU de CSU. Il est clair que s'il n'y a pas d'accord, eh bien, inévitablement, ça va conduire vraisemblablement vers des élections. Et ça donc, vous inquiète? Il est important d'avoir une Allemagne qui soit stable, forte, parce que le moteur franco-allemand est à la base de tout. Mais bon, le président de la République le rappelait lors de ses vœux au corps diplomatique la semaine dernière. Il le disait avec beaucoup de bienveillance vis-à-vis de nos autres partenaires européens, en disant il y a néanmoins ce couple franco-allemand qui est à la base de tout. Et donc, est plutôt à l'arrêt aujourd'hui. Écoutez, moi je continue à travailler avec mes homologues. Comme on dit, elle n'a pas la capacité de prendre une initiative sur l'Europe. Ils ont le besoin, vous savez, de définir une plateforme de gouvernement commune, effectivement, avant de pouvoir enclencher un certain nombre d'actions. Mais en même temps, une fois qu'ils auront ce socle solide, on sait que ça délivre. Et donc, je n'ai pas de doute que nos amis, nos partenaires allemands vont réussir à s'accorder. Voilà qui est dit dans un langage diplomatique. La diplomatie, justement, c'est les mots. Comme le porte-parole, c'est l'importance des mots. Votre parti, La République En Marche, vient de nommer un porte-parole qui s'appelle Ryan Nezar et qui s'est illustré par des tweets il y a quelques années qui étaient proprement injurieux à l'égard d'hommes politiques, Jean-François Copé, Valérie Pécresse, des journalistes. Est-ce que quelqu'un comme ça est digne de porter la parole de ce parti ? Écoutez, on mettra ça sur le compte d'une jeunesse et qu'aujourd'hui, tout le monde a le droit à une deuxième chance. Ah oui, donc pas de problème, cette personne peut porter la parole d'un parti qui veut renouveler les mœurs politiques. Il est, vous savez, Gabriel Attal est également nommé porte-parole de La République En Marche. Et donc, il appartient à Christophe Castaner de se doter des éléments de gouvernance en tant que patron de cette maison. Et je peux vous dire qu'en tous les cas, cette formation politique dans nos territoires, elle renouvelle beaucoup les choses et je l'ai vu encore dans Lyon ce week-end. La jeunesse, j'espère qu'elle n'excuse pas tout puisque notre président est le plus jeune de l'histoire de la Ve République. Merci Jean-Baptiste Lemoyne. Merci à vous.